Chapitre 27. Pourquoi ce lieu de rendez-vous? Myrdate considérait l'altière forme blanche de Notre-Dame, qui dans la nuit cristallopolitaine lançait ses tours à l'assaut du dôme. Myrdate avait toujours aimé cette place et ce monument, au cœur même de la cité. Cette île de pierre naviguant en un voyage suspendu au beau milieu de la Seine, un voyage non pas dans l'espace, mais dans le temps. Car l'histoire de la ville, disait-on, avait commencé ici, sur cette île, quand y habitait le peuple gaulois des Parisis. À cette époque lointaine, Néo-Lutetia s'appelait encore Lutetia, avant de prendre le nom de Paris jusqu'à la guerre, la déchirure et l'avènement du Licanium et des cristallopoles. Elle n'avait rien perdu de sa grandeur, même si le dôme coiffait à présent ses deux tours de pierre blanche, et que les couchers de soleil, disait-on, n'y avaient plus la lumière d'antan. Myrdate avait néanmoins ressenti une vive émotion quand elle était descendue de l'électropolitain à la station Cité, après le trajet qu'elle n'avait pas vu passer, égarée qu'elle était dans ses pensées. Arrivée au bas des escaliers de Montmartre et qu'elle avait dévalé à une allure déraisonnable, au risque de tomber et de rouler jusqu'au pied de la butte, elle avait jeté un regard en arrière pour constater que personne ne la suivait. Aucun garde en armure de combat ne dévalait les marches vers elle, pas plus qu'un autre inquisiteur qui se serait lancé à ses trousses. Elle ne savait pas si elle devait en être soulagée ou non. Yorg était connu pour beaucoup de choses, mais pas pour son manque de persévérance. Myrdate était persuadée qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Il y avait forcément autre chose. Elle devait rester sur ses gardes. Elle avait débouché place Pigalle, déclenchant diverses réactions chez les quelques personnes qu'elle avait croisées, fêtards avinés sortant de quelque estaminet, clients parfumés revenant des bras de quelques belles tarifées, de celles qu'on rencontrait au Sphinx ou au Chabanais, ces lieux de perdition où la bourgeoisie de Néo-Lutetia venait s'encanailler. Myrdate avait toujours trouvé très surprenant le fait que les maisons closes les plus réputées de la ville, fréquentées par une clientèle interpolitaine venue des quatre coins du monde, ainsi que le Moulin Rouge, ce cabaret sulfureux où se produisaient, pour la grande joie des oligarques, de jeunes artistes fort dévêtus, soient concentrés juste au pied de Montmartre, à proximité du chapitre et d'un des hauts lieux de la foi de la nouvelle église. Elle s'était une fois ouverte de ses pensées à Yorg. Ce dernier lui avait répondu avec un aplomb remarquable. Ils savent qu'ils sont dans le péché et craignent le châtiment que leur réservent les enfers. Ils sont donc les plus exposés à une attaque de démons, philistins qu'ils sont. Ils recherchent notre protection. Myrdate n'avait pas réussi à deviner s'il était sérieux ou s'il se moquait d'elle. Mais il y avait, somme toute, une certaine logique dans ses affirmations. Elle n'avait pas croisé grand monde en se rendant à la station de l'électropolitain, si ce n'était un groupe de jeunes carabins débraillés, mais, à juger leur mise, issus de bonnes familles, qu'il avait fixés alors qu'elle attendait le monorail. Elle avait surpris quelques éclats de voix. « Putain, t'as vu la nana? Comment elle est... » T'es complètement givré, c'est une inquisi... une tri... L'élocution pâteuse butait sur les syllabes. Quisitrice, voilà. Non, manque un truc. Enfin, tu vois. Ouais, était intervenue une troisième, plus hésitante. Regarde. c'est plus une machine qu'une nana. Te concasserait, mon vieux, faite pour tuer. Faut être tordu pour vouloir fricoter avec un truc pareil. Myrdate avait senti chacun de ses mots s'enfoncer en elle comme un fer brûlant. Ce n'étaient que des gamins avinés qui revenaient de se faire déniaiser par quelques prostituées, mais ses paroles faisaient très exactement écho à ce qu'elle ressentait elle-même. Un monstre, une caricature de femme, pas un objet de désir et encore moins d'amour. Voilà ce qu'on avait fait d'elle. Et alors que le train, accroché par son monorail, arrivait en gare dans le cri métallique des freins que connaissaient bien tous les lutétiens, elle avait entendu l'un d'eux, un peu plus éveillé que les autres, s'exclamer « Eh, mais je la reconnais, c'est pas n'importe qui, c'est celle de l'opéra. Comment qu'elle se... » La rame s'était arrêtée, les doubles portes s'étaient ouvertes devant elle. Elle s'était engouffrée à l'intérieur avant qu'ils ne se souviennent de son nom. Par chance ou par crainte d'elle, ils avaient pris le second wagon. Elle s'était donc retrouvée toute seule dans le sien, debout, se tenant à la rampe par sa main de métal, ce prodige de mécanique rutilante, tout en articulation savante, en bielle et en ressorts délicats. La terminaison de ce bras qu'elle pouvait,
à volonté transformant en arme contre les démons. Oui, une parfaite machine, un soldat de Dieu contre les légions de l'enfer. Un soldat de Dieu qui venait de trahir le supérieur de son ordre et à travers lui tout ce en quoi elle croyait jusqu'alors. Dressée au milieu de cette rame, elle avait senti l'étreindre un terrible sentiment d'angoisse et de vertige à l'idée de ce qu'elle venait de faire. Tout était allé si vite. Sa rencontre avec Marius, les révélations d'Aïda, ce retour chez son père, les découvertes qu'elle y avait faites, ces doutes qui se muaient peu à peu en certitudes et ces certitudes qui s'effondraient, tout ce en quoi elle croyait, anéanti. Jorg, Helena, l'église, le chapitre, tout ce qui faisait jusqu'à présent le socle de sa vie, de son combat, remis en question. Et elle, ici, à cette heure, dans ce monorail qui venait de balayer toute une vie de service et de dévotion pour... Pourquoi ? La vérité, s'insurgea cette partie d'elle-même qui réclamait justice, pour son père, pour Gwenaël, pour tous les autres. Alors même qu'elle clamait intérieurement cette vérité, une seconde voix, celle qui toujours se moquait d'elle-même, lui susurrait un autre nom, Marius. Elle s'en défendait, bien sûr, refusait de l'envisager, mais... Ah oui, même pas un peu. Helena n'était-elle pas dans le vrai au bout du compte ? L'insupportable commissaire n'était-il pas la raison profonde de sa défection, de sa folie ? Pauvre fille automate délaissée, ayant trouvé quelqu'un pour fixer son désir, sa moiteur coupable de pécheresse. Avait-elle été assez sotte pour tout abandonner à cause de lui ? D'une simple flambée de passion digne d'une adolescente travaillée par ses hormones ? Non, ce n'était pas cela. Elle voulait la vérité et la justice. Pour son père, pour Gwenaël, et même, devait-elle avouer, pour elle-même. Si, comme elle le soupçonnait, on pouvait invoquer les démons, il ne faisait aucun doute que quelqu'un avait appelé celui qui avait détruit sa maison, sa famille et la vie qu'elle aurait pu avoir. Alors ce combat qu'elle menait depuis des années, cette vengeance, cette guerre contre les forces infernales, prenait un autre visage, une autre dimension. Car ce n'étaient pas les démons qui étaient à blâmer, ils n'étaient dès lors plus que l'instrument, mais celui ou ceux qui les contrôlaient. Des responsables dont elle commençait à discerner les contours, même si tout son être se rébellait contre cette révélation. Elle devait en avoir le cœur net, mais pour cela, il fallait se retourner contre tout ce en quoi elle croyait, toute son éducation et ceux qui étaient jusqu'à présent sa famille. Et cela, elle ne pouvait y parvenir seule. Oui, Marius y était pour quelque chose, mais parce qu'il était un point d'ancrage, la seule aide qu'elle pouvait espérer, le seul qui la croyait, et semblait avoir intérêt à ce qu'elle réussisse. Du moins, était-ce ce dont elle essayait de se convaincre, car le commissaire aussi avait ses secrets. Il y avait quelque chose chez lui dans son attitude vis-à-vis des autorités, des Lycaniens, et la manière dont il s'était débarrassé de Marcel. Que cachait-il ? Que lui cachait-il ? Elle en était là de ses réflexions quand la rame était parvenue à la station Cité et qu'elle était descendue pour trouver Notre-Dame illuminant la nuit. Devant la place vide, elle avait eu un moment d'angoisse. Et si, pour une raison ou une autre, Marius n'avait pas pu venir, ou avait renoncé ? Prise de vertige à l'idée de se retrouver seule, elle s'était avancée vers la façade et le portique de la cathédrale, avec la désagréable sensation d'être vulnérable et offerte au regard, quand une voix s'était élevée sur sa droite, pas très loin d'une statue équestre de Charlemagne. « Hé, vous ! Croyez que c'est le moment de faire du tourisme ?» Elle s'était tournée pour découvrir, à l'ombre des arbres, une haute silhouette sombre, dont elle devinait les yeux luisants et l'éclat blanc d'un sourire carnassier. Elle ne l'aurait jamais avoué, en tout cas jamais devant lui, mais elle avait senti une vague de soulagement intense se répandre en elle. Son chat du Cheshire. Le cœur un peu plus léger, elle avait dirigé ses pas vers lui. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Et attendait maintenant sa réponse. Pourquoi j'ai choisi cet endroit ? Il écarta les bras comme si c'était une évidence. Parce que c'est un lieu extrêmement romantique pour un premier rendez-vous, vous ne trouvez pas ? Vous, moi, ici, à cette heure avancée de la nuit, au pied de Charlemagne. J'avais presque oublié comment vous pouvez être... horripilant ? Quelque chose comme ça, acquiesça-t-elle en retenant un sourire. Lui ne se retint pas, mais retrouva aussitôt son sérieux. J'ai choisi cet endroit car il n'était pas loin du quai des Orfèvres, qu'à cette heure il est tranquille,
et présente plein de possibilités d'échappatoire. Ce disant, il jetait des regards de chat méfiants alentour, suivant chaque ombre attentif au moindre mouvement. Vous avez dit avoir retrouvé la trace de cette femme, cette Célestine ? Il acquiesça sans cesser de sa surveillance. Il paraissait de plus en plus nerveux. Tout à fait, j'ai même son adresse. Et coup de bol, nous pouvons aller la voir pour en apprendre un peu plus sur ce fameux Éowyn et ce que lui voulait votre père. Nous pouvons y aller maintenant ? Demanda Myrdat, le cœur battant. Dès que nous aurons échappé à vos collègues, répondit aussitôt Marius, les yeux fixés sur un point situé derrière elle. Myrdat, suivant la direction de son regard, se retourna pour voir descendre vers la place un gyrocoptère de l'église dont les sabords étaient déjà ouverts sur un contingent de Templiers prêts à bondir à terre. Marius saisit sa main. « Je ne sais pas ce que vous leur avez fait, votre sainteté, mais vous les avez mis en pétard. Il est temps de décamper. » L'entraînant à sa suite, alors que les premiers gardes prenaient contact avec le pavé, il se rua vers le bord de l'île. Derrière eux, les Templiers s'élançaient déjà à leur poursuite, et du gyrocoptère descendait la haute et imposante silhouette de Yorg Arkoniev. Le grand inquisiteur venait rechercher sa pupille.